Bonjour aux personnes qui écoutent cette vidéo et aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le marketing de réseau qui est en fait, je pense, très très mal connu parce qu'en définitive, chaque personne a en elle des informations qui ne sont pas forcément les bonnes et bien entendu, elle prend une décision en fonction des informations qu'elle croit être bonnes. Donc, je m'appelle Ghislaine Branson, je développe du marketing de réseau depuis l'âge de 30 ans, de la vente directe depuis l'âge de 16 ans et aujourd'hui, j'ai plus de 70 ans. Donc oui, je suis une passionnée du marketing de réseau parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment convaincue parce qu'en fait, et je vous le dirai plusieurs fois sur cette vidéo, eh bien, on ne peut réussir en marketing de réseau qu'en aidant d'autres personnes à réussir. Donc, le marketing de réseau a plusieurs appellations. Marketing de réseau, marketing relationnel, multi-level marketing. De toute façon, derrière ces trois mots, c'était toujours exactement la même chose. À la base, tous les marketing de réseau, quels qu'ils soient, eh bien, ce sont en fait des associations de consommateurs. Et en règle générale, ce sont des réseaux de consommateurs, mais de réseaux de consommateurs à l'international. C'est la raison pour laquelle, sur ce qu'a dit, il y a une map monde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en définitive, à la base, on n'est pas des vendeurs. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, on est des consommateurs, on est des utilisateurs de ces produits. Et donc, on n'est pas des vendeurs. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas vendre des produits à des personnes qui ne veulent pas développer. Mais quelque part, à la base, le marketing de réseau est un réseau, enfin, est toujours un réseau de consommateurs, d'utilisateurs de produits de qualité à des prix remisés. Donc oui, il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas des qualités de vendeur pour développer une activité en marketing de réseau. Par contre, il va falloir avoir des qualités de promotion, de communication. Et ça, on va le voir donc dans la vidéo. Alors, en plus, en fait, le marketing de réseau gomme toutes les publicités parce qu'en définitive, la seule publicité, eh bien, c'est nous qui allons, donc, en partageant une information, eh bien, on va, par le biais du bouche à oreille, nous allons donc faire la promotion de ce qui nous intéresse. Et au final, eh bien, la personne, le contact que l'on a, il a trois possibilités. Ou il va devenir client fidèle, c'est-à-dire qu'il va consommer, qu'il va utiliser des produits et donc commander, faire des achats régulièrement dans le réseau dans lequel il appartient, mais sans développer du tout. Il va, lui ou elle, accéder à ce prix remisé avec toujours, pareil, une qualité de produit. Bien entendu, quand on peut devenir partenaire. Et on peut devenir partenaire parce que, eh bien, on veut un peu plus d'argent. Donc ça, c'est un complément de revenu. On veut préparer sa retraite parce qu'on sait très bien qu'à la retraite, on aura moins d'argent. On veut avoir du lien social. On veut laisser un héritage à ses enfants. Peu importe l'objectif pour lequel on démarre le marketing de réseau, qui peut d'ailleurs, cet objectif évoluer, eh bien, en définitive, on va consommer, utiliser des produits et on va partager cette information autour de nous et autour, bien entendu, des personnes qui vont nous être recommandées. Et puis, si la personne, elle ne veut être ni cliente fidèle, ni partenaire, ben, la personne, elle va être cliente. Et c'est là où on va avoir effectivement de la vente. Mais en définitive, il ne faut pas s'imaginer que l'on rentre en marketing de réseau pour faire uniquement de la vente. C'est un des paramètres, mais ce n'est pas du tout, je dirais, le plus performant. Comme vous le voyez à l'écran, on va imaginer que vous qui m'écoutez, eh bien, vous êtes le personnage en bleu. Et vous allez en parler à deux personnes, qui elles-mêmes vont en parler à deux personnes, qui elles-mêmes vont en parler à deux personnes. C'est la duplication. Alors, je vais prendre un exemple que tout le monde, malgré tout, connaît, quelle que soit sa religion, et même si on n'a pas de religion, eh bien, en définitive, la religion chrétienne, la religion musulmane, elles ont démarré toutes les deux avec un personnage qui, en chacun de ces personnages, a parlé de sa philosophie à une poignée de personnes. Et aujourd'hui, 2000, 2500 ans après, eh bien, il y a des millions
de musulmans sur la planète, il y a des millions de chrétiens sur la planète. Tout ça s'est fait sans flyer, sans publicité, sans Internet, simplement par le biais de ce que je vous ai parlé un petit peu plus haut, le bouche à oreille. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Le marketing relationnel, il a aussi quelque chose de différent par rapport au monde du travail traditionnel. Quand on est dans une équipe et que l'on a des collègues, en règle générale, les collègues, eh bien, ils visent aussi une augmentation, tout comme nous. Et pour être, je dirais, plus favorisés à obtenir la promotion, eh bien, en fait, ces gentils collègues, ils nous mettent des pots de banane. Donc, en définitive, c'est quand même un monde, le monde du travail, c'est un monde où, effectivement, il y a de la compétition. Je ne dis pas que dans le marketing relationnel, il n'y a pas de compétition. Mais par contre, on ne peut pas réussir en marketing relationnel si on n'aide pas d'autres personnes à réussir. Si on est trop personnel, vraiment, là, le marketing relationnel n'est pas fait pour vous. Et bien entendu, toute cette activité, tout ce secteur économique est complètement encadré depuis 1993, hein, donc avec, bien entendu, une loi en France, avec un décret d'application. C'est le fameux contrat de vendeur à domicile indépendant. Mais au-delà de la France, il y a donc une fédération européenne et une fédération mondiale. Donc ça, c'est vraiment la base du marketing relationnel. Maintenant, on va voir ce que l'on a appris. On est tous passés par là lorsque nous sommes français, et même dans d'autres pays, on est passé par l'école. Et l'école nous a appris, bien entendu, un savoir qui nous a permis d'arriver dans la vie active et très souvent rentrer dans le monde du travail. Avec des qualités, avec des défauts, avec des manques également. Dans le marketing relationnel, dans le marketing de réseau, avec ces mêmes attributs, avec ces mêmes paramètres, eh bien, on va avoir la possibilité, je dirais, d'évoluer, d'améliorer nos qualités. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. Et oui, c'est ce que nous allons voir donc tout à l'heure. En fait, là encore, hein, comme c'est marqué à l'écran, on ne peut réussir en marketing relationnel, en multi-level marketing ou en marketing de réseau qu'en aidant d'autres personnes à réussir. Maintenant, sur une feuille, sur un cahier, moi je vous conseille toujours le cahier, eh bien en fait vous allez très souvent m'entendre parler de cette échelle de 0 à 10. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, bien entendu, 0, c'est pas du tout intéressé, c'est non, hein, et au contraire, 10, c'est très intéressé, ou on est très doué dans tel et tel paramètre. Et bien entendu, entre les deux, il y a tout un tas de, je dirais, de chiffres. Et là, je vais vous poser les questions sur différents paramètres qu'il est nécessaire d'améliorer eh bien, au fil du temps dans notre avancée en marketing de réseau. Le premier des paramètres, c'est en fait, c'est la confiance en soi. Oui, il est nécessaire d'avoir confiance en nous lorsque nous développons le marketing de réseau, car chaque jour, on doit augmenter cette confiance en nous, car ce degré, il va fluctuer parce que parfois, on va être dans des périodes de doute, mais à partir du moment où on a un socle de 7 ou 8 de confiance en nous, même si on redescend temporairement à un 4, on va vite remonter à un 7 et un 8, et l'épreuve que nous avons traversée, eh bien, nous a appris quelque chose, et en règle générale, de 7, on peut passer à 8. Donc, oui, il faut améliorer cette confiance en nous, mais en fait, pour l'améliorer, il faut aussi savoir d'où on part. Donc, ce que je vais vous demander, c'est sur cette échelle de 1 à 10, donc que je vous montrais précédemment, eh bien, de noter aujourd'hui où est-ce que vous en êtes voilà, où est-ce que vous vous situez sur cette échelle. La confiance en soi, elle permet d'avoir une vision réaliste de ses capacités et aussi, bien entendu, nos limites, nos faiblesses. Et c'est ainsi aussi mieux gérer nos émotions. Et donc, avec tout cela, c'est atteindre son but, son objectif. Nous avons confiance en nous lorsque nous fonctionnons de façon alignée avec et nos valeurs et nos passions.
je pense que vous l'avez compris, je suis une passionnée du marketing de réseau que, comme je vous l'ai dit, disons, je développe depuis plus de 40 ans pour des raisons qui me sont propres, qui ne sont pas forcément vos valeurs et vos raisons. Donc, quelque part, il est nécessaire sur un cahier, moi je parle toujours d'un cahier pour avancer, pour travailler, bien entendu, sur soi, pour avancer dans la vie. Même si demain vous partez du marketing de réseau que vous êtes en train de développer en ce moment, eh bien, en fait, ce que vous aurez appris pendant ce laps de temps vous servira toujours dans tous les domaines de votre vie. Le deuxième aspect, c'est être perspicace. Alors, c'est quoi? En fait, je reprends la définition du dictionnaire. C'est une personne qui est douée d'une intelligence pénétrante et subtile, qui saisit ce qui échappe à la plupart et peut établir des prévisions. En d'autres termes, c'est être clairvoyant, être lucide, être visionnaire, être intuitif, être avisé, être psychologue, être futé. C'est aussi une personne qui est douée d'un esprit et d'une intelligence vive, qui est capable de percevoir ce qui échappe à la grande majorité des gens. Alors, il ne faut surtout pas confondre des gens qui répondent à ce critère avec des gens qui vous disent « je sais ». Parce que là encore, c'est l'ego qui parle et ce n'est pas du tout de la perspicacité. Donc là encore, sur cette échelle de 1 à 10, avec les critères que je viens de vous énoncer, où est-ce que vous vous situez? En fait, c'est une personne qui aura tendance à être curieuse, à poser des questions, à avoir une ouverture d'esprit. C'est une personne qui va être attentive aux détails. Et c'est souvent une personne qui anticipe. Donc oui, maintenant, notez sur, je dirais, sur votre cahier, sur votre feuille, eh bien, où est-ce que vous vous situez. Pour développer le marketing de réseau et avancer avec ce véhicule, il faut être autodiscipliné. Et là encore, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, si on reprend l'étymologie, eh bien, en fait, c'est se discipliner tout seul. Alors, attention, je vous le disais tout à l'heure, notre éducation scolaire, notre éducation parentale, nous avons été ainsi formatés à être disciplinés par des injonctions, par des ordres qui nous ont été donnés de l'extérieur. Donc, en fait, on a été formatés comme ça. Donc, c'est très difficile pour la grande majorité d'entre nous, eh bien, de se discipliner seul. Je prends un exemple. En début d'année, on prend des résolutions. Je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer, je vais faire ci, je vais faire ça. 8 jours après, si on le fait tout seul, 8 jours après, on a déjà arrêté. On n'est pas arrivé fin janvier sans malheureusement avoir arrêté ces bonnes résolutions. Par contre, si nous avons dans notre entourage une personne qui veut arrêter de fumer, qui veut faire du sport, qui veut faire telle ou telle chose en correspondance avec nous-mêmes, eh bien, en fait, la personne, elle vient nous chercher pour aller à la salle de sport. On ne va pas lui dire, oh ben non, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, on va le faire et pour nous, mais aussi pour la personne. Donc, la nécessité d'avoir, ce que je dis toujours, un miroir, eh bien, c'est quelque chose d'important. Donc, en fait, il va falloir, bien évidemment, s'autodiscipliner. Donc, comment s'autodiscipliner? Eh bien, en fait, on va déterminer, là encore, on va déterminer les domaines de notre vie où nous devons nous améliorer. Et là, j'insiste, parce que notre vie, ce n'est pas que notre activité, ce n'est pas que notre vie familiale. Reprenez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur justement les différents secteurs de notre vie. On a le domaine des enfants, on a le domaine du couple, on a le domaine familial, on a le domaine professionnel, on a le domaine relationnel, on a le domaine à la limite spirituel et religieux. Voilà, c'est tous des domaines où on a des casquettes, entre guillemets, différentes. Donc, il est nécessaire à notre niveau, à chacun d'entre nous, de voir où on arrive à être autodiscipliné. Si on est reconnu professionnel et discipliné dans notre activité professionnelle, par exemple, cela ne veut pas dire du tout que l'on a
je dirais, cette capacité à être autodiscipliné, parce qu'il faut, pourquoi j'insiste sur ce paramètre de l'autodiscipline, parce qu'en définitive, 90% des personnes qui développent un marketing de réseau, quel que soit le secteur économique, eh bien, en fait, ils le font, ou ils ou elles le font, en parallèle de leur vie professionnelle et parfois professionnelle et familiale. Donc, actuellement, l'emploi du temps est géré et encadré par cette vie professionnelle et par cette vie familiale. Et donc, il va falloir faire de la place pour développer le marketing de réseau. Donc oui, il va falloir apprendre à s'auto-discipliner. Il va falloir se fixer des objectifs réalistes, et là encore, dans chaque domaine de notre vie. Il va falloir vouloir telle et telle chose, c'est très très bien. Et ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais en fait, se fixer un objectif sans plan d'action, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il va falloir établir un plan d'action pour chacun de ces objectifs. Et puis, bien entendu, au-delà du plan d'action, il va falloir passer à l'action. Il va falloir être patient, on va le voir prochainement, et il faut dès maintenant accepter dans notre tête l'échec. Parce que, et c'est ce que je disais encore avec une personne que j'avais hier en conversation, je n'aime pas l'échec. C'est tout à fait louable, mais je préfère, et en fait vous allez comprendre, l'échec n'est que le résultat négatif d'une action. Je préfère de loin une personne qui a fait quelque chose, qui n'a pas forcément réussi, que quelqu'un qui a tellement peur d'échouer qu'il ne fait rien. Donc, c'est exactement pareil qu'une personne qui se dit « je ne veux pas souffrir, donc je veux aimer personne ». Donc, quelque part, l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut être conscient que l'échec fait partie de la vie, à la seule et unique condition, c'est qu'après un échec, on l'analyse et bien entendu qu'on ne recommence pas le même échec. Le critère suivant, c'est la persévérance. Oui, c'est c'est une des clés donc du succès. La persévérance, en fait, c'est une personne qui ne baisse pas les bras devant ce qu'on parlait à l'instant, devant un obstacle, devant un échec. C'est une personne qui refuse d'abandonner et qui veut, coûte que coûte, poursuivre et atteindre son but. Quels que soient les dangers, quels que soient les obstacles, quel que soit l'environnement familial, je veux atteindre mon objectif. La persévérance, c'est non seulement une qualité, mais ça devient également une force dans tous les domaines de notre vie. Alors, quand on est persévérant, on augmente notre réussite, alors qu'elle soit scolaire, universitaire, professionnelle. Mais systématiquement, on augmente cette réussite. On augmente également son estime de soi. On augmente aussi son degré d'autonomie. Donc, degré d'autonomie, ça va être l'autodiscipline. C'est plus facile au fil du temps de prendre des décisions. En fait, on devient de plus en plus, je dirais, décisionnaire et perspicace. On fait de moins en moins d'erreurs. Donc, tout est lié. Et on améliore aussi toutes les relations dans notre environnement. Faire preuve de persévérance, c'est être en mesure de s'engager, de ne pas avoir, donc de ne pas craindre du tout la durée, c'est devenir un expert. Ce n'est pas se contenter de parcourir, mais d'aller au fond des choses. C'est aussi faire preuve, je vous le disais tout à l'heure, de patience. Donc maintenant, vous, par rapport à votre vécu, où est-ce que vous vous situez sur cette échelle de 1 à 10 ? Nous passons au critère suivant qui est l'organisation. Alors, c'est être apte à s'organiser et à organiser chaque domaine de sa vie, que ce soit le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine personnel, le domaine spirituel. En fait, il faut vraiment être méthodique, ne rien laisser au hasard, être cohérent par rapport à nos valeurs, par rapport à nos passions, par rapport à notre temps libre. Il faut savoir structurer les choses et être efficace. C'est aussi avoir la capacité de rationaliser les tâches, de gérer son temps de manière
là encore efficaces, rendant bien entendu la vie quotidienne plus facile et moins chaotique. On a des gens autour de nous, et peut-être nous-mêmes, on est dans un bazar, et ça, c'est totalement, je dirais, destructif et démoralisant quand on voit les résultats. Donc, ne pas oublier que notre activité, je vous le disais tout à l'heure, est développée dans 90% des cas de plus en plus, en plus d'une activité professionnelle. Donc, on doit, bien entendu, nous améliorer dans l'organisation, parce que sinon, on est vite rattrapé par tout ce qui nous happait dans notre vie avant. Donc, dans notre activité, nous avons des outils qui ont été créés bien souvent par des leaders. Il y a également des logiciels. Chacun va pouvoir utiliser les outils qui sont à sa disposition, qui lui conviennent le mieux. Mais par contre, il est nécessaire d'utiliser ces outils. Alors, personnellement, moi, j'ai 3 outils dont je fais toujours la promotion. C'est la promotion, c'est le weekly planning, donc le travail de la semaine, hein. Donc là, ça s'adresse aussi bien aux personnes qui ont une activité professionnelle que celles qui n'en ont pas. Même les personnes qui n'en ont pas, on n'est pas obligé de travailler en marketing de réseau 8 heures par jour et 7 jours sur 7. Donc, quelque part, on va déterminer chacun là où on peut, où on doit travailler dans le MLM que l'on a actuellement, que l'on vient d'encadrer. Ensuite, ça, c'est un deuxième document qui va nous permettre de suivre les contacts, de suivre les clients fidèles, de suivre les partenaires. Donc là, c'est pareil, ce sont des outils, on n'est pas obligé de les, je dirais, de les utiliser. Cette troisième feuille, moi personnellement, je trouve qu'elle est absolument géniale parce qu'en fait, il faut se fixer des objectifs. Et quand je remplis cette fiche en début de semaine, eh bien, en fait, d'abord, vous avez 4 icônes. Vous avez donc les contacts, hein, c'est l'émoticône donc en jaune. Ensuite, vous avez les appels téléphoniques. Et enfin, vous avez ce que j'appelle moi les résultats, à savoir les produits qui ont été vendus et les nouveaux partenaires qui arrivent dans l'équipe. Donc, je pars toujours, moi, du total. Je veux avoir combien de contacts dans la semaine. On va mettre, mettons, 10. Donc, on va mettre le chiffre 10 dans le triangle supérieur. Ensuite, ces 10, je ne peux pas travailler ni le lundi, ni le mercredi, parce que le mercredi, j'ai les enfants. Eh bien, en fait, donc, il va me rester mardi, jeudi, vendredi, samedi. Ça veut dire qu'il y en a 4 jours, 10. Alors, on ne va pas faire 2,5, hein, on ne va pas couper les gens en 2. Mais en fait, on va mettre 2 pour le mardi, 3 pour le jeudi, 3 pour le vendredi et 2 pour le samedi, par exemple, hein. Et on va faire exactement la même chose. Combien j'appelle de personnes disons, parmi mes clients VIP, parmi mes partenaires, pour garder le contact. Et là, c'est pareil, on va faire exactement la même chose. Pour les produits, on va reproduire exactement le même raisonnement, à savoir, alors il y a un espace supplémentaire, celui qui est donc le triangle qui est en bas, hein, en bas de chaque carré. Eh bien, en fait, moi, je le mets avec des points. Pourquoi? Parce que la grande majorité, si ce n'est pas la totalité, des marketing de réseau, eh bien, en fait, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont dans d'autres pays avec des monnaies différentes. Donc, très souvent, il y a une unité interne à chaque marketing, c'est le point valeur, le PV. À ne pas confondre avec les procès-verbaux, hein. Donc, là, à ce moment-là, bien, vous mettez le nombre de points que vous voulez acquérir en fin de semaine et en fait, vous allez répartir ça sur l'ensemble de la semaine. Et bien entendu, toujours pareil, il est toujours nécessaire d'être dans une dynamique. On dit toujours qu'il n'avance pas recule. Donc, quelque part, en répondant à ce dicton, eh bien, en fait, vous allez avoir de nouveaux partenaires régulièrement. Et là encore, combien j'en veux,
combien ils vont démarrer et qu'est-ce qu'ils vont commander. Parce que faire démarrer quelqu'un, c'est une chose, mais le faire démarrer sans commande derrière, sans utilisation de produit, c'est d'un ridicule total pour moi. Maintenant, nous allons passer à un autre critère, marketing relationnel. Je vous l'ai dit, c'est une autre appellation du marketing de réseau. En fait, le marketing relationnel, c'est quoi? En fait, c'est être en relation avec des gens. Mais on ne va pas les regarder, on va communiquer. Et donc là encore, c'est un critère qu'il va falloir améliorer et apprendre à mieux communiquer. Ce qu'il faut retenir, je vous le dis simplement rapidement, c'est que la communication, elle passe par plusieurs critères. Le verbal, celui que j'utilise en ce moment, eh bien, le verbal, il ne représente que 7% d'une prise de décision. Alors, vous imaginez que le reste, qu'on verra dans un autre Zoom, eh bien, représente à eux seuls 93%. Donc oui, ce que l'on dit ne représente que 7% d'une prise de décision. Donc, il est vraiment nécessaire justement d'améliorer notre communication. Nous devons communiquer également sur nos émotions. Nous devons communiquer avec enthousiasme. Nous devons communiquer sur des témoignages, sur des résultats. Nous devons donc, nous reverrons cette partie dans une autre, dans une autre vidéo où je serai ravie, bien entendu, de vous rencontrer. Donc, la communication fait partie intégrante de notre activité. Le 7e et dernier paramètre que je vais développer aujourd'hui et pour avancer en marketing de réseau, c'est le suivi. C'est le suivi de nos actions. Trop de personnes se lancent dans le marketing de réseau et ne suivent pas les contacts, les clients VIP, les partenaires. Et bien entendu, eh bien, tous ces gens-là ou partent ailleurs, ou sont cooptés par des personnes qui font la même activité que nous, ou quelque part ne font plus rien. Et quelque part, c'est l'équivalent quand vous préparez un repas, un gâteau, vous avez tous les ingrédients, vous passez du temps à effectivement préparer la recette du gâteau, vous laissez le plat sur la table en vous imaginant que le soir ou le week-end, vous allez manger en famille un bon gâteau. Ça ne sert à rien. Il est préférable à la limite de rien faire plutôt que de faire quelque chose et de ne pas suivre. Donc, c'est vraiment une partie importante d'abord dans votre vie, mais dans le marketing de réseau. Les personnes qui nous disent oui, elles sont quand même assez rares. Donc, quelque part, il est nécessaire de suivre sans être intrusif, sans être lourdingue, mais quelque part, il est nécessaire de suivre les gens. Et en fait, tout le monde va comprendre et va accepter que vous suiviez, je dirais, l'évolution d'un non, N-O-N, qui va peut-être devenir un oui 6 mois, 1 an, 18 mois plus tard, tout simplement parce que vous êtes resté en contact avec la personne. Donc, quelque part, il est nécessaire de faire un suivi. Cela s'apprend et cela fera également partie d'une autre vidéo. Rappelez-vous tous les outils qui sont mis à notre disposition. Le suivi est vraiment obligatoire si nous souhaitons avancer en MLM. Donc, personnellement, je vais vous donner, disons, un exemple qui n'est pas en MLM, mais c'est valable dans la vie professionnelle. J'étais commerciale dans l'assurance et j'étais donc responsable d'un groupe et rien n'avançait. À ce moment-là, bon, je me suis un peu énervée un lundi matin et je leur ai dit, pendant 15 jours, je ne veux voir personne, je ne veux entendre personne. On se retrouve dans 15 jours avec de la production ou avec vos résultats. Mais je leur ai dit, je fais exactement la même chose que vous, c'est-à-dire que je dois revenir avec des contrats. Je suis partie donc dans le supermarché donc derrière chez moi parce que je n'avais pas de préparation. À ce moment-là, je suis rentrée dans un vidéoclub et le vidéoclub, quand je me suis présentée, eh bien, il m'a, en parlant bien entendu des contrats d'assurance que je devais faire, je lui demande, donc je me présente, je lui explique, il me dit, ah bah écoutez, oui, j'attendais une personne que j'ai vue il y a quelque temps,
qui m'avait proposé, je ne l'ai jamais revu. Bon, donc il est parti, il m'a dit, écoutez, je ne sais plus la compagnie, je vais dans l'arrière-boutique chercher la proposition. En fait, c'était une de mes productrices. Une de mes productrices qui travaillait dans la même société, dans le même groupe que moi. Donc, j'ai repris, bien entendu, la proposition. Je l'ai fait évoluer parce qu'en définitive, encore à faire toujours petit, en fait, il est toujours préférable de partir un peu haut et de pouvoir baisser parce qu'à partir du moment où on commence sur un chiffre, que ça soit 10 par exemple, ça sera difficile de monter à 20 ou à 30. Par contre, si vous commencez à 30 ou 40, ça sera toujours beaucoup plus facile de descendre à 20 ou à 10. Donc, quelque part, là, c'est pareil, c'est une règle de base. Eh bien, pour en revenir donc à mon exemple, la personne, donc, elle a été disposée, elle a signé tout de suite. Et lorsque je suis arrivée, entre autres, lorsque je suis arrivée le lundi qui suivait, j'ai mis ce contrat sur la table, comme on avait l'habitude de le faire. Et justement, la productrice, qui s'appelait Marie-Jeanne, me dit, c'est à moi. Je dis non, parce que le GAN, moi je travaillais au Mutuel du Mans, le GAN, les AGF ou une autre compagnie seraient passés, ils t'auraient soufflé le contrat. Donc là, c'est moi qui suis passée, et c'est moi qui vais faire l'affaire. C'est vrai qu'elle n'était pas du tout contente, mais l'exemple, vous pouvez très bien le transposer avec quelqu'un que vous avez contacté et que vous n'avez pas suivi. La personne, elle peut très bien suivre quelqu'un d'autre que vous. Donc, oui, le suivi est vraiment important. Il est nécessaire, après cette call, donc de prendre conscience de là où vous en êtes et pourquoi vous avancez ou pourquoi vous n'avancez pas. Il est aussi important de comprendre un côté donc positif et le côté négatif. Il faut, une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, il faut décider parce qu'on est sur une route et puis d'un coup, avec notre prise de conscience, il y a une autre route qui s'ouvre devant nous. Donc, quelque part, si on continue sur la même route, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, oui, il est nécessaire de décider de prendre une route qui va nous amener à la réussite. Bien entendu, il faut passer à l'action avec un plan d'action. C'est vraiment nécessaire d'avoir cette logique dans notre esprit. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Cette vidéo donc sur le marketing, sur la philosophie du marketing de réseau, tout le monde peut faire du marketing de réseau. À partir du moment où on a 18 ans, quel que soit le pays, on a la possibilité de développer une affaire en marketing de réseau. Tous les pays européens aujourd'hui sont quasiment ouverts au marketing de réseau, quel que soit le produit ou le service qui est proposé. Par contre, ce qu'il faut, là encore, savoir, c'est qu'il faut nous améliorer chacun dans des critères que je viens de vous énumérer. Je vous remercie. Vous, bien entendu, revenez vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo. C'est votre référent. Si vous n'arrivez pas à la joindre pour X raisons ou si vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube par hasard, ce qui arrive parfois, eh bien, vous avez à l'écran mes coordonnées afin de revenir vers moi. Je vous remercie et je vous dis à très vite.